42 fois. C'est le grossissement de ses jumelles. À 300 mètres, de l'autre côté du lac, elle distingue ce que personne d'autre ne verra avant des heures. Une bande rouge sombre sur 2 poignets. Le même hématome en collier sur 2 coups. Et puis 20 minutes, le temps qu'il faudrait au secours pour grimper jusqu'à sa colline isolée. 20 minutes pendant lesquelles l'homme qui a fait ça aurait tout son temps. Car il n'est jamais reparti. Et ce matin, c'est elle qui l'observe en retour. Elle s'appelle, peu importe son nom. Une retraitée, seule dans sa maison de bois accrochée au flanc de la colline. Sa passion, ce sont les jumelles. Les grues cendrées, les hérons, la brume qui se lève sur l'eau. Ce matin-là, elle cherche un balbuzard signalé la veille. Elle ne trouvera pas l'oiseau. Elle trouvera 2 corps. Et son cœur, d'un coup, cesse de battre au rythme du paysage. D'abord, elle ne comprend pas. 2 promeneuses endormies? Un pique-nique trop matinal? Mais personne ne dort le visage dans cette position, un bras pendant dans le noir. Elle baisse les jumelles. Ses mains tremblent. Elle les relève. Le grossissement est puissant, 42 fois. À cette distance, presque 300 mètres, elle voit ce que personne d'autre ne verra avant des heures. Les détails. Les marques, sur les 2 poignets, le même sillon rouge sombre. Une bande nette, profonde, comme tracée au compas. Sur les 2 coups, le même hématome en collier. 2 femmes différentes, 2 corps différents et une signature identique, répétée à la perfection. Ce n'est pas un accident. Les accidents ne se copient pas 2 fois de suite. Quelqu'un a fait exactement la même chose, ou 2, l'une après l'autre, et c'est là que tout bascule. Parce que ces 2 marques, elle les a déjà vues. Pas sur des cadavres. Sur 2 femmes bien vivantes, souriantes, 3 jours plus tôt, sur ce même ponton. 2 femmes qu'elle avait observées sans le vouloir, à travers ces mêmes jumelles. Pour comprendre ce qu'elle regarde ce matin, il faut d'abord voir ce qu'elle a vu avant. Revenons au premier jour, 3 jours plus tôt, donc. Une berline arrive au chalet d'en face, celui qu'on loue à la semaine. 2 femmes en descendent. La trentaine. Elles se ressemblent, mêmes cheveux, même rire qui porte sur l'eau. Des sœurs, pense-t-elle. Elles déchargent des sacs, une glacière, une seule valise pour 2. Le lac est plat comme un miroir. Tout, ce jour-là, respire les vacances tranquilles. Tout ment, la retraitée n'est pas une espionne. Mais quand on vit seul face à un lac, les jumelles deviennent une habitude. On regarde les oiseaux, et parfois, les voisins entrent dans le champ. Le premier soir, les 2 femmes allument un feu sur le ponton. Elles boivent du vin, elles parlent fort, elles rient. Une scène heureuse. Sauf un détail, à un moment, l'une se met à pleurer. Le 2e jour, une 3e personne apparaît. Une voiture sombre, qui ne reste pas. Un homme en sort, parle aux 2 femmes sur le pas de la porte. La conversation est courte, tendue. Les bras se croisent, les épaules se ferment. Puis il repart. La retraitée n'entend rien, trop loin. Mais le langage des corps, ça, ses jumelles le captent parfaitement. Et ce qu'elle lit, c'est de la peur. Ce soir-là, les lumières du chalet restent allumées très tard. Des allées et venues derrière les rideaux. Une dispute, peut-être. Au matin, les 2 femmes sont sur le ponton, comme si de rien n'était. Elles boivent leur café. Et c'est là que la retraitée remarque, pour la première fois, quelque chose à leur poignet. Un bracelet? Un pansement? Elle ne sait pas. Elle range ses jumelles. Erreur, et c'est maintenant que ça devient vraiment troublant. Parce que ce détail au poignet, elle l'oublie aussitôt. Une vieille dame qui surveille ses voisins, ça ne se fait pas. Elle se le reproche, elle se force à regarder ailleurs. Pendant 2 jours, elle ne pointe plus jamais ses jumelles vers le chalet. 2 jours pendant lesquels, de l'autre côté du lac, quelque chose s'installe. Quelque chose d'irréversible. Le 3e soir, un cri. Bref, étouffé, porté par l'eau jusqu'à sa fenêtre. Elle se lève, hésite, regarde sans les jumelles. Le chalet est éteint. Le ponton, vide. Elle se dit qu'elle a rêvé. Un renard, un oiseau de nuit. Elle retourne se coucher. Et au matin, à 5h12, elle reprend ses jumelles pour chercher son balbuzard. On connaît la suite. Revenons au présent, 5h15. Les 2 corps sur le ponton. Et maintenant, elle sait pourquoi ces marques la glace, ce ne sont pas des bracelets. Ce sont des liens. Les sillons au poignet, c'est la corde. Le collier sombre au cou, c'est une autre corde. Ce qu'elle avait pris pour des bijoux, 3 jours plus tôt, c'étaient les premières marques. Quelqu'un avait commencé bien avant la dernière nuit. Elle balait le chalet avec ses jumelles.
La porte est entr'ouverte. Sur le bois clair du chambranle, des éraflures fraîches, blanches, à hauteur de main. Des ongles. Quelqu'un s'est accroché là, a été tiré vers l'intérieur. Sur le ponton, une chaise renversée. Une tasse brisée. Et dans l'herbe, un objet qui brille faiblement au lever du jour. Un téléphone. Posé bien en évidence, écran vers le ciel. Un téléphone posé bien en évidence. Ça, ce n'est pas le hasard. On ne laisse pas un téléphone face au ciel par accident. On le laisse pour qu'il soit trouvé. Pour qu'il soit vu. La retraitée fixe l'écran à travers ses jumelles, mais c'est trop loin, trop petit. Elle ne distingue qu'une lueur. Un message? Une photo? Quelque chose attend, là, sur cet écran, comme un appât. Mais pour qui? C'est encore pire que ce qu'elle imagine. Parce qu'en élargissant le champ, elle comprend la mise en scène. Les deux corps ne sont pas tombés là. Ils sont disposés. Alignés. Les mains repliées de la même façon. Les visages tournés dans la même direction, vers le lac. Vers elle. Quelqu'un a passé du temps à arranger cette scène. Quelqu'un voulait qu'on la regarde depuis l'autre rive, vers elle. Cette pensée la traverse comme un courant froid. Combien de maisons donnent sur ce lac? 3, peut-être 4. Combien sont habitées en cette saison? Une seule. La sienne. Si cette scène a été disposée pour être vue de loin, à travers des jumelles, alors il n'y a qu'un seul public possible. Elle. Et si elle est le public, alors celui qui a tout arrangé sait exactement où elle se trouve. Ses mains se crispent sur les jumelles. Elle veut reculer, lâcher, fermer les rideaux. Mais elle ne peut pas. Une dernière chose attire son regard, près de la porte du chalet. Une ombre. Immobile. Une silhouette debout, dans l'embrasure, là où elle n'était pas une seconde plus tôt. L'homme de la voiture sombre. Il n'est jamais reparti. Il est resté tout ce temps. Il regarde dans sa direction, et il tient quelque chose contre son visage. 2 cylindres noirs. Des jumelles. Lui aussi. Pendant une seconde interminable, 2 paires de jumelles se font face d'un bout à l'autre du lac. Elle le voit la voir. Il sait qu'elle a tout compris. Il sait qu'elle est seule. Il sait qu'aucune route ne longe sa colline, que les secours mettront 20 minutes. 20 minutes. Lui, il peut faire le tour en 10. C'est là qu'elle fait le seul geste juste de toute cette matinée. Au lieu de fuir, au lieu de se cacher, elle garde les jumelles braquées sur lui. Et de sa main libre, sans le quitter des yeux, elle compose le numéro d'urgence. Elle décrit tout, la couleur de la veste, la forme du visage, la marque de la voiture sombre qu'elle avait vue 2 jours plus tôt. Chaque détail capté à 42 fois, l'homme comprend que le jeu a changé. Il baisse ses jumelles. Il hésite. Il regarde la route, puis le chalet, puis encore une fois la colline d'en face. Et il fait demi-tour. Il remonte dans sa voiture sombre. Il disparaît. Parce que ce qu'il avait oublié, dans toute sa mise en scène, c'est qu'un témoin qui observe à 300 mètres n'est pas une victime. C'est une caméra. Une caméra vivante. Et ce détail minuscule promis au début? Le voici. Avant même de voir la silhouette, elle avait remarqué, dans l'embrasure noire de la porte, un minuscule éclat de lumière. Un reflet. Le soleil levant accroché sur du verre. Le verre de jumelle. C'est ce point lumineux, gros comme une tête d'épingle, qui lui a appris que quelqu'un l'observait en retour. Sans ce reflet, elle aurait fermé ses rideaux. Et elle n'aurait jamais appelé à temps. Si ce récit vous a glacé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa fenêtre. Voilà, on s'arrête là. Like, enregistrer, s'abonner, la prochaine fois on creuse encore plus profond.